minimum. Monsieur Charles de Courson pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Oh, on pourrait épiloguer, Monsieur le Ministre, sur le titre du texte. Projet de loi de séparation. Madame Berger, ce n'était pas un projet de loi de séparation, c'est un projet de loi de cantonnement. Mais ceci est accessoire. Je voudrais, dans un premier point, nous interroger sur est-ce qu'il fallait faire ce texte maintenant? Nous, les députés du groupe UDI, nous sommes profondément européens et pro-européens et fiers de l'être. Et nous sommes quelque peu dubitatifs sur l'efficacité d'une réglementation financière purement nationale. À ce titre, nous déplorons cette vision trop nationale du gouvernement sur ce sujet, alors que vous-même, Monsieur le Ministre, et nous avons toujours soutenu le gouvernement sur ce point, nous sommes favorables à un projet d'union bancaire européenne. C'est dans ce cadre-là qu'on peut faire un travail solide. Donc il eût été préférable d'attendre la directive européenne, qui devrait d'ailleurs être présentée avant l'été, suite au rapport Liikanen, et de le transposer rapidement, à défaut de quoi le texte que vous nous présentez aujourd'hui sera à peine voté qu'il faudra éventuellement le modifier. Car c'est bien évidemment au niveau communautaire que doivent être traitées ces questions. Il est donc regrettable que vous attachiez aujourd'hui à présenter, un peu à la va-vite, un texte qui ne fera que pénaliser les banques françaises pendant la période transitoire entre ce texte et le texte définitif suite à la directive européenne vis-à-vis de leurs partenaires européens, et ce, il faut bien le reconnaître, sans grande concertation, même pas avec votre principal partenaire, j'y reviendrai tout à l'heure, l'Allemagne, qui travaille en ce moment même sur un projet de loi que vous dites, M. Schäuble, quasiment identique au nôtre. Ce n'est pas tout à fait exact. Monsieur le ministre, j'y reviendrai tout à l'heure, ne serait-ce que par exemple sur le seuil de cantonnement, puisqu'ils ont mis dans la loi les seuils, alors que, suite à un amendement, et non pas dans votre projet de texte, il est précisé que c'est vous-même qui déciderez de basculer ou de ne pas basculer dans la structure de cantonnement les activités de marché. Le second reproche que le groupe UDF adresse à ce texte, c'est qu'au fond, l'UDI, monsieur la même chose, je vous rassure, c'est qu'au fond, il ne sépare pas grand-chose. Il est tout d'abord contraire au programme du Parti socialiste. Monsieur Muet, hélas, n'est pas là. Bon, c'est dommage. Je vous rappelle, mes chers collègues, parce que tout le monde ne lit pas le programme du Parti socialiste, voilà ce qu'affirmait le programme du Parti socialiste. Il faut revenir à une stricte distinction des métiers bancaires et séparer activité de dépôt et activité financière. Les banques traditionnelles ne doivent plus prêter l'argent des épargnants et des clients aux banques d'affaires. C'était clair, c'était la vieille idée rooseveltienne. Mais, Monsieur le ministre, ce texte, et je ne vous en fais pas le reproche, mais ce texte est également en complet rétropédalage, si je puis dire, par rapport aux déclarations enflammées du candidat Hollande au Bourget contre, je cite, son véritable ennemi, la finance sans visage. C'est assez drôle d'ailleurs comme expression, car comme on dit toujours au Parti socialiste, il faut plaider à gauche et tomber à droite. Nous avions donc tout lieu de croire qu'une fois au pouvoir, le président de la République allait instaurer un véritable Glass-Steagall Act à la française. Ce n'est pas le cas et je ne le regrette pas en ce qui concerne le groupe UDI. Parce qu'il est vrai que le retour à la vieille idée rooseveltienne de séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires n'est plus guère défendu, y compris au Parti socialiste, que par notre collègue Muet. Comme en témoigne le rapport de Mme Berger, qui lui a donné un petit paragraphe pour expliquer sa thèse. Et donc c'est une certaine pirouette du gouvernement pour masquer sa tiédeur, qui consiste à prôner une séparation des activités utiles au financement de l'économie des activités spéculatives, en cantonnant ces dernières dans des filiales dédiées. Toutefois, le projet de loi laisse dans la banque hors cantonnement beaucoup d'activités spéculatives. Preuve en est l'amendement Berger, qui vise à faire basculer des activités dans la filiale de cantonnement dès lors qu'elles dépassent un seuil fixé par arrêté, ce qui n'est pas le cas dans la loi allemande, dans le projet de loi allemand. On voit bien que votre loi est élastique. Madame Berger, vous avez parlé d'étanchéité. Il n'y a pas d'étanchéité. D'ailleurs, votre amendement le prouve lui-même. Puisque l'un des problèmes, c'est qu'il y a des activités spéculatives qui restent dans la banque. Et votre amendement donnant
la possibilité au gouvernement sans encadrement, ce qui, à mon avis, pose quelques problèmes, de basculer ses activités, vous ne fixez pas les seuils dans la loi. Je vous rappelle que dans la loi allemande, c'est 100 milliards et 20% des activités. C'est d'ailleurs ce que préconise le rapport Liikanen, puisque le rapport Liikanen préconise entre 15 et 25 en pourcentage, et un montant qui est le montant qu'a retenu le projet de loi de M. Schäuble en Allemagne. Toutefois, ce projet de loi laisse dans la banque donc des activités spéculatives avec possibilité. On voit bien que votre loi est élastique et non pas étanche, contrairement à la loi allemande qui, à l'allemande, fixe des seuils dans le texte sans en laisser la décision au ministre de l'économie. Le gouvernement a certes accepté un amendement allant dans le même sens que l'Allemagne, sans adapter les mêmes seuils, mais on voit bien qu'il n'existe aucune coordination en amont. Toutefois, le groupe UDI est tout à fait d'accord sur l'idée de limiter les risques. À ce titre, il est particulièrement regrettable que l'étude d'impact soit muette sur un point essentiel, l'évaluation précise du volume d'activité des banques concernées par le cantonnement dans le projet initial du gouvernement. C'est assez étonnant qu'on ne nous réponde pas précisément à une question toute simple. Il y a 4 banques systémiques en France. Qu'est-ce que représente le projet gouvernemental en termes de pourcentage de l'activité dans la structure de cantonnement? Nous avons une réponse de la Société Générale qui nous a dit entre 1,5, 2,5, enfin dans ces eaux-là, 1 à 2%. Crédit Agricole n'a pas démenti, il n'a pas dit grand-chose, mais il dit oui, c'est l'ordre de grandeur. Donc, Monsieur le ministre, tout cela est bien flou. Et je trouve étonnant que même lorsque nous avons reçu le gouverneur de la Banque de France, on n'ait pas pu nous répondre. Ce sont des statistiques existantes. C'est quand même pas compliqué sur 4 banques. Hein, on n'est pas à 0,5% près, quoi, qu'on nous donne un ordre de grandeur. Je trouve ça un peu regrettable. En l'absence de cette interdiction, puisque vous auriez pu aussi utiliser cette voie, qui a été partiellement utilisée aux États-Unis, il est absolument nécessaire que la filiale dédiée à ces activités soit totalement isolée de la maison mère afin qu'une défaillance de la première n'ait aucun impact sur la seconde. Mais il nous faut à ce moment-là trouver un outil juridique permettant d'éviter que des prises de risques démesurées des banques ne conduisent à leur faillite ou à leur sauvetage par l'État, c'est-à-dire par le contribuable. D'autre part, comment s'appliqueront les dispositions prévues à l'article 1er si les banques françaises poursuivent leurs activités spéculatives dans une filiale créée à cet effet à l'étranger, dans des pays non européens avec lesquels nous n'avons pas de convention fiscale ni de convention de contrôle réciproque? Qu'en est-il, Monsieur le ministre, à ce moment-là, de la territorialité du droit? De plus, nous avons compris qu'il sera interdit d'augmenter le capital de la filiale consacrée aux activités spéculatives. Mais le texte n'interdit pas à une banque étrangère de participer à une augmentation du capital qui lui serait réservée dans cette filiale française. En bref, l'article 1er devrait être amélioré. Malgré vos espoirs, il sera extrêmement difficile pour l'autorité de contrôle prudentiel de contrôler ces filiales situées à l'étranger, car lorsque nous avons auditionné le président de l'autorité de contrôle prudentiel, il nous a confirmé que l'autorité ne pouvait pas aller contrôler les filiales situées dans des États avec lesquels nous n'avons pas signé de convention. Vous êtes juridiquement détaché dans vos fonctions, Monsieur le ministre. Vous avez rappelé tout à l'heure que vous étiez magistrat à la Cour des comptes. Vous savez bien que quand vous ne pouvez pas les contrôler sur place, on peut vous raconter beaucoup de choses. C'est du moins ce que ma courte expérience de 10 ans à la Cour des comptes m'a appris. Et je crois que vous-même, Monsieur le ministre, vous avez été un peu vacciné. Vous ne croyez que sur pièce. C'est d'ailleurs prudent. Alors, dans un troisième point, je voudrais expliquer que certains points du projet nous posent problème. Concernant le régime de résolution, il est encore une fois extrêmement dommage que la France se précipite alors même que les négociations au niveau européen ont déjà atteint un stade très avancé. De plus, l'articulation avec le droit commun du Code de commerce en matière de dépôt de bilan, de liquidation, nous paraît encore assez floue. Cependant, ces propositions vont globalement dans le bon sens. Nos réserves sont en revanche beaucoup plus fortes concernant la création d'un organe central chez Groupama. C'est un point dont personne n'a parlé, qui est quand même l'un des titres. Alors là, je vais faire un peu d'humour, Monsieur le ministre. Cette idée, elle procède de cette vieille idée jacobine qu'un système ne peut fonctionner que s'il est centralisé. Est-ce que vous avez interrogé vos services, Monsieur le ministre, sur qui a décidé de doter d'un organe central le crédit immobilier, avec le succès que nous avons vu? Je peux vous le dire parce que j'étais moi-même président
du crédit immobilier de mon secteur. J'ai fait partie des mencheviks, ceux qui se sont battus contre la centralisation. Bien entendu, la direction du Trésor l'a emporté et donné le pouvoir à des personnes qui, en fait, ont inversé la pyramide. Ce n'est plus la base qui possède le sommet, c'est le sommet qui impose sa volonté à la base. Et puis, deuxième exemple, le Crédit Agricole, Monsieur le Ministre. Il y a un organe central au Crédit Agricole. Mais est-ce que c'est lui qui a permis d'éviter les dérapages du Crédit Agricole? C'est exactement l'inverse. Les caisses régionales qui possèdent la caisse centrale n'ont pas réussi à contrôler la caisse centrale qui, via une filiale banque d'affaires, a fait un certain nombre d'investissements catastrophiques. Donc, cette idée, mais on en reparlera lors de l'examen de cet article, que la création d'un organe central sécurisera le secteur Groupama, moi je pense l'inverse. Parce que je suis profondément décentralisateur et que je pense que quand une petite banque, une petite assurance se casse la figure, les autres viennent à son secours et résolvent le problème sans faire appel à l'État. Et puis, dernier point, les députés du groupe UDI ont souhaité, je termine, ont souhaité proposer des améliorations au texte. Il y en a 3. La première concernant les TPE, mais il semblerait qu'on s'oriente dans la bonne direction. Deuxièmement, quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la prévention du surendettement du projet de loi en créant enfin le fichier positif pour les particuliers permettant de lutter contre le surendettement qui est un fléau social. Et troisième et dernier point, que soient adoptées les mesures concernant l'assurance emprunteur. Mais là, des amendements ont été adoptés qui vont dans le bon sens. Donc, en conclusion, mes chers collègues, les députés du groupe UDI conditionnent le vote de ce projet de loi à l'adoption de ces 3 propositions que je viens d'évoquer. Dans le cas contraire, nous ne pourrons pas l'adopter.